Merci. Bonsoir tout le monde. Voilà, bonsoir. On m'entend là? Ça change rien. Ça change rien. Je sais pas s'il fonctionne. Pas nécessaire. Il fonctionne, oui. Oui, oui, maintenant c'est mieux. Oui. J'en parlais vraiment tout près comme ça. Ok, ça va. Je me présente en vitesse. Les gens qui ne me connaîtraient pas, je suis artiste, designer, je fais de la sculpture. Et je fais notamment cette sculpture qui est en couverture du livre, qui s'appelle les 16 Stones, donc les 16 pierres. C'est un cairn. Et donc, j'ai trouvé intéressant, pour finir, entre mon parcours philosophique et mon parcours artistique, d'arriver à relier les deux. J'y suis arrivé avec la couverture du livre, un peu aidé par l'éditeur qui me l'a conseillé. Mais je trouve dans cette sculpture quelque chose d'extrêmement philosophique. D'abord, pour moi la première sculpture jamais faite par l'homme. C'est l'empilement de pierres, le cairn, qu'on retrouve en Bretagne, aussi en Angleterre. Au départ, c'était l'homme qui marchait et déposait des petites pierres sur son chemin, comme le petit poussait pour retrouver son chemin. Et puis plus tard, il a empilé des pierres les unes sur les autres pour indiquer que l'homme est passé par là. Donc c'est une sculpture qui est anthropomorphique. Et j'ai trouvé ça un très beau rappel. Je fais d'autres sculptures aussi qui sont en rapport avec les premiers outils de l'homme, comme le silex avec mes flints qu'on peut retrouver ici à Woluwe, un peu plus loin sur le boulevard. Donc voilà. Maintenant, je suis un autodidacte complet, donc je ne suis pas philosophe, je n'ai pas fait des études de philosophie, je n'ai pas non plus appris le design, je n'ai pas non plus appris la sculpture. J'ai tout appris par moi-même, on va dire, et c'est mon bonheur et ma grande liberté de pouvoir, à mon âge, vivre de ce que je fais et de commencer un petit peu la philo. Et c'est mon deuxième livre. Le premier, c'était Philosophie de la soustraction, qui est sorti il y a 2 ans aux éditions L'Harmattan à Paris. Et voilà, ici, j'aborde les choses un peu plus en profondeur, un peu plus fondamentalement, un peu plus au niveau de la métaphysique aussi. On va en discuter de tout ça, avec des constats intéressants entre le social et la philo. Donc ça, c'est... Sinon, mon parcours, en gros, de mes lectures, il y a philosophie, évidemment. Moi, j'ai un parcours qui est assez limpide. J'ai mis du temps, évidemment, à le construire. J'avais commencé un peu mal avec des lectures de philosophes contemporains comme Foucault, comme Deleuze, comme Michel Serres. Et puis j'ai lu Nietzsche. Et j'ai lu Nietzsche beaucoup trop tôt. Et je ne suis pas sûr d'avoir bien compris Nietzsche, en fait. Et tout ça ne me convenait pas tellement. Et je suis revenu en arrière. Et là, j'ai découvert, j'ai eu l'un ou l'autre maître, des gens qui m'ont aidé. Et je suis revenu au présocratique avec Héraclite, un peu Parménide et Empédocle, et puis Aristote, et puis j'ai compris un peu Socrate et Platon, et puis j'ai fait un saut jusqu'à René Descartes, et de Descartes je suis passé à Spinoza, et ça pour moi c'était la révélation, Spinoza, et puis Hegel après, qui était pour moi la révélation des révélations, et Karl Marx enfin, qui est pour moi aussi le philosophe qui est le plus les pieds sur terre, en contact avec le réel, et donc tout ça se retrouve dans le livre en fait, et j'essaie de faire une petite synthèse non pas de retranscrire leur texte, mais ma vision, mon idée, ma pensée, qui est imprégnée des textes que j'ai lus. Donc voilà, je m'arrête là. Est-ce qu'il fonctionne comme ça? Non. Vous m'entendez? Oui, oui, oui. Bon. Peut-être que ça ira en fait sans micro. Non, non, non. Oui. Là. Ah oui, ok, d'accord. Voilà, bonsoir. Alors j'ai évidemment lu avec beaucoup d'intérêt le nouveau livre de Paul, qui est copieux. Je lis assez vite, mais quand même celui-là, j'ai mis un certain temps. Et j'ai dégagé une série de questions pour essayer de faire le tour de ce livre. Et la première question que je pose à Paul, c'est à propos de l'être et du devenir, qui sont deux notions en philosophie qu'on oppose la plupart du temps. Alors, on est plutôt du côté de l'être ou du côté du devenir. Toi, Paul, tu es du côté du devenir, et explique-nous pourquoi. On va essayer d'aller vite. Pourquoi le devenir? Comme j'ai dit, mon école, c'est Héraclite, donc philosophe présocratique. Mais ceux qui ne connaissent pas Héraclite, ça ne servira à rien de parler de ça maintenant. Donc le devenir, c'est quoi? Le devenir, c'est
euh, par la philosophie, c'est essayer de s'intéresser au monde, essayer de comprendre le monde, ne pas essayer de se comprendre soi, et pas essayer de trouver sa place dans le monde, mais essayer de comprendre le monde, aller vers le monde pour que le monde nous revienne. Et le devenir, c'est aussi être en lien direct avec la réalité de l'universel, qui est mon sujet principal. Donc l'universel, l'univers, la totalité des choses dont nous faisons partie, l'universel qui nous a créés, est un devenir. C'est un devenir, c'est une chose qui se transforme sans arrêt, qui est en mouvement perpétuel. On y viendra peut-être plus tard. Et le mouvement serait pour moi à la base de toute chose. Un peu comme Aristote le pensait aussi. Donc pour moi, il n'y a de possibilités philosophiques que dans le devenir. Tout ce qui n'est pas du devenir, tout ce qui n'est pas de l'empirisme, de la découverte, de l'expérience, dans le sens de l'expérience scientifique, et pas dans le sens de l'expérience morale que l'on additionne et que l'on conserve en soi, mais bien dans l'empirisme, pour moi, là on est dans le bon. Il faut savoir que la philosophie, c'est quelque chose qui ne se termine pas, mais qui se commence. Il y a un moment, on la commence. On peut ne pas la commencer du tout, et puis un beau jour, on commence à s'y intéresser, et là, on sait quand ça démarre, on ne sait pas quand ça s'arrête, parce que ça ne s'arrête pas. Et c'est normal, puisqu'on est dans le devenir, donc dans le changement, dans l'évolution, dans le mouvement, et moi, c'est là que je trouve mon plaisir, et c'est cette technique du devenir qui me permet d'approcher une certaine compréhension du monde. Alors, tu t'intéresses aussi, comme beaucoup de philosophes, à l'histoire et à l'anthropologie. On va un peu parler d'anthropologie. Et pour fixer un cadre, pour continuer notre petite conversation, est-ce que tu pourrais à grands traits résumer l'histoire, les grandes étapes de l'histoire de l'humanité? Comme tout le monde connaît un peu, mais enfin, il y a quand même des choses qui sont peut-être à rappeler, parce qu'on ne peut pas non plus s'intéresser à la tentative de compréhension du monde sans avoir des notions de ce qui s'est réellement passé dans le passé. Le devenir, d'accord, mais le devenir aussi de ce qui est advenu, donc de ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, en vitesse, l'homme est arrivé sur Terre 3 milliards d'années, 3 millions d'années, pardon. 3 millions d'années, 2 millions et demi, 3 millions d'années avec l'Australopithèque. Puis après ça, l'homme de Néandertal, qui est là depuis, qui était là pendant 400 000 ans à peu près. Et cet homme de Néandertal, autant l'Australopithèque était peut-être plus proche de l'animal que de l'homme, enfin bon, ça je ne sais pas, mais l'homme de Néandertal était un homme qui était en connexion parfaite avec la nature. C'était un homme qui chassait, qui pêchait, qui connaissait toutes les habitudes des animaux, qui connaissait la végétation, qui connaissait les éléments. C'était quelqu'un qui était vraiment en connexion avec la nature. On pourrait dire comme un renard, comme un loup aujourd'hui, vraiment un homme animal extrêmement connecté à la nature. Mais il n'avait pas la parole. Et l'Homo sapiens est arrivé il y a quelques centaines de milliers d'années et a délogé l'homme de Néandertal. L'Homo sapiens avait un cerveau pas spécialement plus développé que l'homme de Néandertal, mais composé différemment, avec la partie occipitale un peu plus prononcée, qui lui a permis de réfléchir, de penser et de créer la parole, de pouvoir converser. Et ça a été la première grande révolution. Et puis tout ça se passe et on se retrouve, donc toute cette ère paléolithique se passe, on se retrouve au néolithique, donc il y a à peu près 12 000 ans. Et là, il y a une révolution que l'on connaît évidemment, c'est l'agriculture, c'est l'élevage. Et là, l'homme, tout à coup, alors qu'avant, il était à s'occuper de sa famille, de son clan, de lui-même, pour subvenir à ses besoins et les besoins de ses proches, là, tout à coup, Néandertal, l'Homo sapiens, donc au néolithique, commence à fabriquer des outils, à fabriquer une charrue, à inventer la roue, à le faire tirer par un cheval, et il arrive vraiment à faire un progrès énorme, ce qui fait que, rapidement, il produit beaucoup plus que ses propres besoins. Qu'est-ce qui se passe avec les récoltes qu'il produit? Plus que ses besoins, il est obligé de les stocker. Oui, mais il y en a un qui va les stocker, le voisin n'arrivera pas. Le voisin, il va faire autre chose. Il va peut-être arriver à équarrir des peaux d'un animal que le fermier d'à côté n'arrivera pas à faire. Ils vont commencer à s'échanger des choses. Ils vont surtout commencer à stocker. Et là, j'ai une petite anecdote amusante à propos de l'histoire de la ville. C'est que ces stocks étaient
était installé dans le grenier d'abondance, qu'on retrouve encore en Afrique, même encore aujourd'hui, je crois. Et ce grenier d'abondance, pour que les bêtes n'aillent pas évidemment le chercher, les voleurs et tout, et il y avait un pilier qui s'appelle le pili, PI2LI, qui soutient donc ce grenier d'abondance. Et le pili a donné son nom à la police, la cité. Donc c'est tout à fait étonnant de voir que l'histoire de la ville, de la cité, provient du néolithique, des stocks et du pili qui tenait le grenier d'abondance. Donc voilà, c'est tout à fait intéressant. Mais donc, la première crise, on va dire, importante de l'homme, parce qu'il s'agit d'une crise, c'est qu'il a eu du mal à gérer ses stocks et il a eu du mal à les conserver et ça a commencé à créer des petits problèmes avec ses voisins et peut-être même des guerres. Mais je continue sur... On va parler de l'argent, alors évidemment, c'est la révolution suivante, l'argent qui arrive au VIe siècle avant Jésus-Christ, voilà, mais ça, et qui va être source de problèmes, comme tu vas nous expliquer, ouais. mais aussi qui va nous permettre de faire émerger la philosophie. Alors il y a un lien entre les deux, que moi je ne connaissais pas, que j'ai appris grâce à toi. Tu vas nous expliquer tout ça. Ben, on va dire qu'après ça, on avance dans l'histoire, on se retrouve à moins 2003 par là, Babylone, Mésopotamie, et là, ben, il y a toute l'histoire évidemment de la création du judaïsme qui commence avec Nabuchodonosor, mais ça j'en parlerai pas maintenant parce que je ne connais pas suffisamment bien cette matière. Mais par contre, à l'époque de Babylone, là, les vrais problèmes commencent à arriver et les vraies guerres éclatent. On va dire que c'est vraiment le début des guerres. On parle beaucoup de guerre pour l'instant. En fait, on est dans un état de guerre permanent depuis l'Antiquité et ça n'a absolument pas arrêté. En 2300 avant Jésus-Christ, il y avait déjà des guerres d'argent, des guerres de pouvoir, des guerres de classe, évidemment, puisqu'avec ces histoires de stock du néolithique, bah, les classes se sont créées. Avec les classes, tout s'est créé. La prostitution, par exemple, qui n'existait pas au paléolithique. Au néolithique, la prostitution est arrivée. Pourquoi? Parce que tout a été réifié. La réification, c'est la transformation en valeur marchande de toute chose. Donc, les corps humains se sont retrouvés aussi sur le marché comme une hache, comme un couteau, comme une chaise. Donc, voilà ce qui s'est passé à ce moment-là. Les guerres ont commencé. Et tout à coup, on se retrouve vers moins 600 en Lydie, donc l'ancienne Syrie, au Moyen-Orient. Et là, nous avons le roi Aliat qui font la première pièce de monnaie. Donc on est en 600 avant Jésus-Christ. Et ça, c'est une révolution de plus, évidemment, de l'homme, qui fait qu'on est passé, grâce ou à cause de cette pièce de monnaie, de l'échange, du troc. Je reparlerai de l'échange après, sur un autre sujet à propos de Babylone, mais on est passé du troc à l'échange d'une valeur absolue. Tout à coup, les gens se retrouvaient avec de l'argent, alors qu'avant, il s'agissait d'échanger des choses. Ton verre m'intéresse parce qu'il a plus de valeur à mes yeux que ma bouteille d'eau, et toi, de ton côté, ma bouteille d'eau a plus de valeur à tes yeux que ton verre. Donc nous allons échanger ces choses-là. Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? On discute, on est d'accord, pas d'accord, on explique les raisons. Il y a un contact humain, il y a une incarnation dans notre échange, il y a presque une amitié qui peut se créer, il y a quelque chose qui existe. Si maintenant je dis, ben voilà, je te donne 2 € pour ton verre, ben, tu sais très bien que tu peux aller vendre ton verre à peu près à n'importe qui ici qui va le payer 2 €, puisque cet argent est une valeur absolue. Donc tout le monde la possède en fait. Donc on a perdu à ce moment-là, avec la disparition du troc, on a perdu l'incarnation humaine, humaniste dans l'échange. Ça, c'est une chose importante. Et ça a déclenché quoi? Ça a déclenché l'arrivée de la philosophie. Donc la philosophie est arrivée, tiens, curieusement, en Lydie, exactement au même endroit, avec Héraclite d'Éphèse, enfin un petit peu avant avec Thalès de Milet, mais on va dire essentiellement Héraclite d'Éphèse et Parménide, qui était, je ne sais plus où, en Grèce, mais en tout cas, Héraclite vient d'Éphèse. Éphèse, capitale de la Lydie. De là d'où venait l'argent. Héraclite, philosophe majeur, dont on a les fragments, et que je connais bien, j'en parle beaucoup dans le livre, je cite beaucoup de phrases d'Héraclite, on en reparlera encore après. Mais donc, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a eu Héraclite, Parménide, il y a eu Empédocle, Thalès avant, et puis alors tous les autres, Anaximore, Diogène, etc., qui ont suivi, tous ces présocratiques.
sont arrivés, pas pour tout à coup dire voilà comment tourne le monde, voilà qui nous sommes, voilà ce qu'est la métaphysique, etc. Non, non, les gens étaient perdus. Ils étaient déboussolés, décontenancés par l'arrivée de l'argent. On va dire que c'est ma vision des choses. Hein. Je n'ai pas non plus lu des bouquins qui parlent de ça. J'ai découvert ça et il me semble que c'est une des bonnes raisons pour laquelle la philosophie est arrivée et c'est une des bonnes raisons pour laquelle elle existe encore aujourd'hui, si elle existe encore aujourd'hui. Voilà. En tout cas, c'était sa bonne raison d'exister jusqu'à la fin du 19e siècle, certainement. Au 20e, elle s'est un petit peu dissipée. Donc voilà le constat. Revenons à l'argent, et il y a une notion qui est proche, qui est celle de dette. Quel est le rapport entre les deux? Tu vas tout nous le rappeler. Et l'un et l'autre génèrent le mensonge. Alors on est dans évidemment une époque de post-vérité, comme on dit. Peut-être qu'on n'a jamais menti autant qu'à l'heure actuelle. Et c'est démultiplié par les médias, évidemment. Alors peux-tu nous expliquer l'apparition de la dette et du mensonge? Alors, je lis, il y a un chapitre qui s'appelle L'argent, la dette et le mensonge. Pour moi, ce sont trois petits copains. Ils sont ensemble, ils sont inséparables. Donc, là où il y a de l'argent, il y a de la dette. Là où il y a de la dette, il y a du mensonge. Parce que la dette a été faite sur le mensonge. Tout ça se tient, c'est une dialectique, et ça fonctionne dans tous les sens, et c'est inséparable. Et on n'a qu'à retourner dans l'histoire, et on va tout de suite comprendre d'où ça vient exactement. Donc, je reviens à Babylone, sur les murs de Babylone. Après le troc, puisque le troc a toujours existé, et c'est bien normal, puisque c'est l'amitié, c'est la discussion, comme je l'ai dit, c'est l'incarnation de l'échange. Donc après le troc, d'ailleurs, entre nous, le troc, d'où vient ce mot troc? Voilà, il vient de trocus. Trocus, ça veut dire c'est un anneau, un cercle ou une spirale. Et en fait, c'est aussi un coquillage de nacre, qui servait d'ailleurs de valeur d'échange. Le trocus, voilà d'où vient le mot troc, qui a été évidemment inventé bien après le début du troc, on s'en doute. Mais à Babylone, là, qu'est-ce qui se passe? La dette arrive. La dette arrive comme ça. On passait son temps à l'époque à graver des tablettes d'argile, en fait. Et on affichait ces tablettes d'argile sur les murs de Babylone. Et c'était des reconnaissances de dette, ou c'était des messages. On disait, voilà, un tel doit à un autre autant de livres d'orge, par exemple, et moi, je lui dois un cheval. Et les choses sont écrites et on met ça sur le mur, et tout le monde a accès à ça. Et le jour où l'échange se fait, où la dette est remboursée, payée, alors on détruit la tablette. Donc ces tablettes d'argile étaient une sorte de reconnaissance de dette publique, qui donnait sûrement un certain poids à cette dette, puisqu'elle n'était pas secrète comme aujourd'hui, elle était publique carrément. Donc c'était pas mal, mais on se retrouvait avec des situations tout à fait étonnantes qui fait que, je ne sais pas, quelqu'un devait aller chercher des pots à plusieurs centaines de kilomètres, il avait besoin d'une charrue, il avait besoin d'un cheval pour aller jusque-là, et donc il fait une promesse à son acheteur, écoute, je vais te ramener des pots, mais donne-moi ou prête-moi ton cheval et ta charrue. Donc, je vais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, en gros. C'est ça que ça voulait dire. Donc, il partait avec ça, avec le matériel, avec le cheval, il revenait peut-être pas. Donc, voilà le mensonge. Le mensonge, la dette, tout ça était lié et ça a mené à des guerres fratricides incroyables à Babylone à ce moment-là. Et ça n'a pas arrêté depuis. Donc voilà, l'argent, la dette, le mensonge, ça se suit aujourd'hui. Et on peut dire, pour revenir un peu sur ce que tu disais avec un sourire, c'est que le mensonge, il n'y en a jamais eu autant qu'aujourd'hui. Ben oui, mais en fait, le mensonge, maintenant, il est réifié comme le reste, c'est-à-dire qu'il est devenu une valeur marchande. Il n'y a pas un commerçant qui ne ment pas. Je veux dire, en ne disant pas la vérité sur ses marges bénéficiaires, il est en train de nous mentir. Il n'y a pas un banquier qui ne ment pas. Ce n'est que du mensonge. Le banquier n'a pas l'argent, il va simplement nous le prêter, mais cet argent, il l'emprunte sur les marchés, donc cet argent n'existe pas, donc ce sont des mensonges sans arrêt. Donc on vit dans une société du mensonge, où le mensonge est tout à fait accepté. Et c'est à celui qui mentira le plus discrètement, mais voilà, ce sont des mensonges de polichinelle que tout le monde connaît. On est dans cette société du mensonge. Ben, il faut le savoir. Savoir les choses, c'est un petit peu moins les subir. Être au courant, avoir compris, c'est un petit peu mieux vivre aussi. Alors après l'agriculture, l'argent, la philosophie, la dette, eh bien, il y a encore une autre invention qui s'appelle la démocratie. Et ça, au risque de choquer beaucoup de gens, tu n'y crois pas à la démocratie. Pour toi, c'est une imposture idéologique. Voilà.
Attention, accrochons-nous. Ben oui. De nouveau, mais là, je vois qu'on a un ami grec dans la salle, donc il sait ce qu'est le démos et il sait ce qu'est le génos. Donc j'explique. Donc ça paraît un peu sombre, mais quand on comprend d'où viennent les mots, quand on comprend un petit peu, on fait un peu de sémantique, on se dit, ah oui, ok, donc il y avait une volonté à l'époque de nommer ça de cette manière-là, et c'est parce qu'il y avait des raisons. Alors, démocratie, démos, kratos. Démos, le peuple, kratos, le pouvoir. En fait, société grecque athénienne, euh, avant le démos, il y avait le génos. Le génos, c'est la racine, le gène, c'est la famille. Et c'est le génos qui représentait le peuple. Et le démos, c'est une unité de mesure, c'est le dème, qui est une unité de mesure qui est égale à 10, et ça représentait une dizaine de maisons espacées d'une centaine de mètres chacune. Et ça, c'était le démos. Donc, du génos, donc de la famille, du gène, de la racine, on est passé à la propriété terrienne. Donc, le grec d'Antiquité, cette démocratie, la représentation du peuple pour le grec d'Antiquité, c'était la propriété terrienne. Donc, on est déjà dans une lutte des classes, on est déjà dans une hiérarchie qui, pour moi, ne correspond pas à ce que devrait représenter le peuple. Donc, voilà pour ce qu'il en est de la démocratie. Et alors, j'ai une petite réflexion là-dessus. Donc, pour moi, c'est une imposture. Tout le monde la brandit, tout le monde s'en sert. On n'arrête pas de nous parler de nos démocraties, nos démocraties. En fait, si le pouvoir était vraiment au peuple, le pouvoir disparaîtrait. Parce que pour que le pouvoir existe, il faut qu'il soit dans les mains d'un petit groupe ou d'une personne. Là, on peut parler de pouvoir. J'ai le pouvoir sur toi, j'ai du pouvoir. Il y a quelqu'un qui possède le pouvoir. Mais si toute la population possède le pouvoir disparaît. Il n'y a plus de pouvoir. Et on vit dans une société équilibrée où tout se passe très bien. Donc il faut supprimer cette histoire de démocratie, il faut supprimer cette notion de pouvoir, en tout cas arrêter d'être hypocrite en l'utilisant, et dire voilà, il y a un petit groupe de personnes qui possèdent le pouvoir, ils l'exercent sur nous, et on a été d'accord parce qu'on n'a pas compris. Ben là, maintenant, aujourd'hui, on va peut-être un peu mieux comprendre ce qu'il en est réellement des scrutins politiques et quand on demande d'aller voter, ce qu'il en est exactement du pouvoir. Donc, gardons en tête cette histoire du démos et du génos, c'est quand même assez important. Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer quand même le pouvoir du peuple qui soit le pouvoir de faire quelque chose et non pas le pouvoir sur? Mais dès lors qu'on parle de pouvoir, en toute logique, il y a une hiérarchie, il y a une supériorité, une infériorité. Donc il y a un problème de lutte des classes. Il faut l'assumer parce qu'elle est là, cette lutte des classes, elle existe, il n'y a aucun problème, mais ne parlons plus de démocratie, parce que c'est un mot complètement stupide qui n'a aucun sens en fait. C'est une imposture. Alors justement, tu parles de la lutte des classes, ça nous amène à Marx, qui est un de tes philosophes de chevet, et on va explorer, tu en parles pas mal dans ton livre, et tu vas nous reparler de quelques concepts marxistes de base, comme la division du travail et la baisse du taux de profit, qui sont des concepts qui ne sont pas toujours bien compris et qui ont leur petite subtilité. Alors, la division du travail, ça je crois que tout le monde voit très bien ce que c'est, mais la baisse du taux de profit peut-être moins. Bah, la division du travail, c'est essentiellement Engels, donc l'associé de Karl Marx, hein, qui l'a aidé toute sa vie. Engels qui écrit un bouquin magnifique sur l'histoire de la famille, la propriété privée et de l'État. Donc Engels nous explique, nous parle un petit peu des communautés anciennes et de tous les dégâts qu'il y a eu, de toutes les invasions, etc. Et par exemple, il y avait un village où on avait développé une certaine technique, je ne sais pas moi, pour ferrer un cheval, par exemple. Il y avait un maréchal ferrant qui était là, et puis ils se font envahir par une autre tribu, une autre communauté, et cette communauté qui est envahie ne sait absolument pas ce que c'est qu'un maréchal ferrant avec le matériel pour ferrer un cheval. Donc ils doivent apprendre, donc on perd un temps incroyable. Ceux qui ont été délogés doivent reconstruire leur camp plus loin, et tout ça prend évidemment des siècles en fait pour prendre forme. Et il se fait aussi que le maréchal Ferrand, au départ, ben voilà, il connaît son travail, il le fait de A à Z, et puis après, ou on va dire plutôt qu'il est ferronnier, et bon, et il fait tout ce qui est du travail de la forge et du métal, et puis après, on va s'arranger pour commencer à produire des choses, et donc on va
diviser le travail. On va dire, toi, tu ne feras que le cintrage des barres, toi, tu ne feras que la soudure, toi, tu ne feras que la fonderie. Et donc, on divise le travail. Et en divisant le travail de manière très élaborée, comme c'est le cas aujourd'hui, Engels et Marx disent que on déshumanise complètement les travailleurs. C'est-à-dire que on ne sait plus dans une usine maintenant, on ne sait plus ce qu'on fabrique. Les ouvriers, mettons au 19e, mais c'est pareil encore aujourd'hui, les ouvriers ne savent plus ce qu'ils font, ils n'ont plus le produit devant eux. Les petits Chinois qui font les iPhones, mais ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire en fait, hein. Donc il y a une déshumanisation terrible et donc une aliénation au travail. Donc l'aliénation est arrivée avec cette division du travail. Bon, ça c'est une chose, mais ça, je crois que c'est assez simple. Maintenant, il y a un autre bon, il faut dire que lire Marx, Capital, livre 1, livre 2, livre 3, on parle de près de 4000 pages en fait. Et moi, je me prends à relire plusieurs fois les mêmes passages pour arriver à vraiment les comprendre. Et j'ai encore un peu des problèmes. Je lis Hegel, j'ai lu la phénoménologie de l'esprit, ça m'a pris 2 ans et demi, c'est un livre extrêmement compliqué, mais Marx est presque plus compliqué dans le sens où c'est plus notre époque. On doit se remettre dans cette époque-là. On doit comprendre les mécanismes du début de la grande industrie. Bon, ceci dit, il a établi des lois qui sont extraordinaires. Je vais devoir citer une toute petite phrase parce que c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre. Je ne sais pas si on va y arriver, j'espère. La baisse du taux de profit de Marx, c'est un concept central. Il explique qu'on parle de l'industrie, on parle de l'usine. Il dit que la machine, le robot, n'apporte pas de valeur au produit qu'elle fabrique. Seule la main-d'œuvre humaine apporte de la valeur. Bon, très bien. Je lis sa petite phrase. C'est tiré je l'ai tiré aujourd'hui, le Capital, 4e section, la grande industrie. Comme tout élément du capital constant, donc tout ce qui est immobilisé, hein, la machine ne produit pas de valeur, mais transmet simplement la sienne à l'article qu'elle sert à fabriquer. C'est ainsi que sa propre valeur entre dans celle du produit. Au lieu de le rendre meilleur marché, elle l'enchérit en fonction de ce qu'elle vaut. On doit relire ça 10 fois, et en fait, il y a un moment où on comprend, la machine, le robot, n'apporte pas de valeur, donc les usines, il se demande à un moment donné si le capitaliste, donc le chef d'entreprise, est-ce qu'il a bien réfléchi à ça? Est-ce qu'il a fait le bon choix? Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu rester avec des systèmes plus archaïques et avoir moins de machines pour avoir plus de bénéfices? Le taux de profit, c'est quoi? C'est le rapport entre le chiffre d'affaires et le bénéfice net. Ça, c'est le taux de profit. Donc, c'est ce taux de profit qui est une histoire de 2-3%. Hein. C'est ce taux de profit qui a tendance, baisse tendancielle du taux de profit. Il insiste là-dessus parce que ce n'est pas évident. Il y a des contradictions là-dedans. Ce n'est pas toujours le cas. Ça dépend. Mais en gros, la machine n'apporte pas de valeur. Et en fait, elle n'a de valeur que la main-d'œuvre qu'elle a nécessitée à sa fabrication. Là, en effet, elle a de la valeur. Elle a acquis de la valeur à sa fabrication. Mais après, elle ne fait que s'user jusqu'à disparaître. Et elle a une valeur de vente quasi nulle. Donc, pour le capitaliste, c'est quoi? C'est un investissement qui va amortir sur des années, mais ça n'apporte pas de valeur aux pièces qu'il produit. Mais cette machine supprime de la main-d'œuvre. Il a des machines pour fabriquer des pièces, mettons l'industrie automobile, c'est plus facile, mais ça supprime une partie de la main-d'œuvre, du personnel. Donc, il perd encore de la valeur ajoutée. Tout irait bien s'il était seul au monde à fabriquer ses voitures. Mais il y a la concurrence, évidemment. La concurrence, le voisin, il va se dire « Ah, il a des machines, des robots, etc. » Et il arrive à sortir des voitures à autant. Je vais acheter le robot dernier modèle, un peu plus récent, qui va produire un peu plus rapidement encore, et je vais le concurrencer en ayant à peu près le même personnel. Et il y arrive. Le premier doit de nouveau se réinventer et racheter du matériel ou un troisième matériel. Donc c'est la concurrence qui crée ce problème, et la machine, en gros, ne sert qu'à accélérer la production et à réaliser des choses que l'homme ne sait pas faire avec ses mains, bien sûr, mais ne peut faire qu'accélérer la production. Et cette accélération est exponentielle et rien ne peut l'arrêter. Et on en arrive à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Il y a une surproduction, une saturation des marchés. Marx prévoyait déjà la paupérisation, donc l'appauvrissement du monde ouvrier, et c'est en train de se réaliser de nos jours.
Et donc cette accélération est exponentielle, rien ne peut l'arrêter. Et, et donc, on est obligé de fabriquer de plus en plus rapidement. Et là, j'en viens à ce qui nous arrive en Union européenne chez nous concrètement. C'est que, on passera au chapitre suivant avec la politique et tout ça, mais d'abord, cette accélération est nécessaire et l'industrie qui est aux commandes décide de produire de plus en plus et d'obliger les gens à acheter. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça que ça marche. Donc voilà la situation dans laquelle on est maintenant. Et je t'écoute pour la question suivante. Et alors, une autre distinction très importante, c'est celle entre l'universel et le monde social. L'universel est relié à l'esprit et le monde social plutôt au corps, à nos corps. Alors, quelle est la distinction entre les deux et à laquelle faudrait-il se référer davantage pour évoluer positivement? Si tu veux bien, je garde cette question pour juste après, mais j'aimerais bien dire d'abord qui dirige le monde et comment ça se passe dans L'inversion des valeurs. L'inversion des valeurs. Oui. Et ça, c'est quand même central. C'est quelque chose. Ça suit exactement ce que je viens de dire, l'inversion des valeurs. Donc, on nous présente, la presse nous présente des choses. Voilà, il y a des événements qui se passent dans le monde. Voilà, on est là, on déguste, on prend, etc. Ce sont les politiques qui ont décidé certaines choses. Donc, on voit les politiques qui se montrent également et tous les jours, ils s'expriment et ils ont des idéologies, ils ont des idées, et ce sont des philosophes. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est l'industrie. On ne voit pas l'industrie, on ne voit pas les chefs d'industrie se présenter. Ils ne viennent pas nous expliquer leurs envies, leurs propositions, leurs ambitions, etc. On ne les voit pas, ils sont dans l'ombre. Voilà. Donc pour nous, pour le peuple, on a des politiques qui prennent des décisions philosophiques, en fonction d'une idéologie, qui transmettent à la presse, qui nous le transmet à nous. Et voilà, ça devrait fonctionner. Et l'industrie n'a qu'à bien fonctionner derrière, on s'imagine qu'elle fonctionne bien. Bon, ça, c'est l'inversion. Si on voit les choses dans l'ordre, le bon ordre est le suivant. L'industrie dirige le monde. C'est elle qui décide de tout. C'est bien simple. Supprimons l'industrie du monde et il n'y a plus rien. Supprimons tout et laissons l'industrie et tout recommence. C'est aussi simple que ça. Il faut toujours procéder par annulation et on reprend tout de suite. Donc l'industrie dirige le monde. Elle commande des politiques. L'industrie ne va plus, elle est en faillite endémique, comme je viens d'expliquer, baisse du taux de profit. Elle est en faillite endémique. Elle demande aux politiques qui sont à ses ordres, par l'intermédiaire des lobbies, évidemment, de trouver des solutions pour que, l'industrie automobile par exemple, pour que les gens changent de voiture plus souvent, plus rapidement, parce qu'il faut sortir des voitures et il y a une saturation des marchés, donc il faut absolument renouveler le parc automobile. Les politiques se disent, bon, c'est chaud, on ne va pas pouvoir dire aux gens, vendez vos voitures, achetez-en une nouvelle, parce que BMW, Mercedes et Volkswagen, ce sont des problèmes financiers, ça ne marchera pas. On va inventer une idéologie, on va dire que ça pollue. Voilà, c'est mon opinion et je crois que je ne suis pas trop à côté de la plaque. Donc on va dire que ça pollue, donc on invente toute une série de choses idéologiques, diminution du CO, etc. C'est pareil avec le réchauffement climatique, c'est pareil avec les guerres, c'est pareil avec les pandémies. Enfin bon, c'est d'abord l'industrie au-dessus et puis tout le reste en dessous. Et là on comprend. Voilà. Je vous laisse un peu réfléchir à tout ça. Et pour moi, l'inversion, elle est là et cette inversion est très importante. Il ne faut vraiment pas être dupe de tout ça. L'universel et le monde social. Alors, voilà, donc on était beaucoup avec des problèmes, pour finir, sociaux ici. On va passer à un stade un peu différent. C'est que moi, j'attire l'attention sur le fait qu'il y a vraiment deux mondes. Je titre d'ailleurs les deux mondes. Il y a le monde universel qui nous a créés, qui a créé toutes choses. Et il y a le monde social qui était fabriqué de nos mains. On a fabriqué notre monde. Il n'est pas naturel. Il n'est absolument pas naturel. Il a été fabriqué, on l'a vu avec la création de l'argent, avec les guerres, avec tout, avec Marx et tout ça. Donc on a fabriqué notre monde social. Et ce monde universel, c'est un peu lui qui va quand même décider, en fin de compte, ce qui va se passer, puisque lui, il est un petit peu plus fort que nous, donc, et depuis plus longtemps, et pour plus longtemps encore, donc on va devoir un petit peu composer avec lui. Mais apparemment, l'homme a décidé de faire tout à fait autrement. Il a décidé de s'arracher au monde universel. Il a créé son monde social et il s'est arraché au monde universel en
en détruisant, en exploitant tout ce qui était universel, la faune, la flore, les océans, l'air, tout est exploité par l'homme. Donc, Hegel a un mot qui est assez sympathique là-dessus. Il explique qu'à l'époque, on va dire, de l'Antiquité, il y avait des dieux partout. Et Hegel est d'ailleurs un panthéiste. Le panthéisme, c'est aussi ma foi à moi. Le panthéisme, c'est dire, donc pan, c'est la totalité, c'est que il y a du divin en toute chose. Donc le divin se trouve partout. Il n'y a pas de monothéisme. C'est encore une invention de l'homme. Donc le panthéisme, par contre, est quelque chose de beaucoup plus naturel, de beaucoup plus universel. On reviendra peut-être à ça un peu plus tard. Et Hegel dit que l'homme, depuis qu'il n'a plus eu ce divin partout, il n'en a plus eu besoin, il s'est mis au centre de tout, et il s'est approprié la terre, et il l'a mise à son service. Voilà, il a mis à son service l'universel. C'est ce qui se fait maintenant, c'est ce qui se passe, et on en paye le prix tous les jours. Donc moi, je suis pour absolument une reconnexion à l'universel, et je dis que ces deux mondes sont en nous. C'est-à-dire que monde universel, monde social. Et en nous, nous avons notre corps social et notre esprit. Notre esprit est notre dernier lien avec l'universel. Cet esprit, on va aller plus loin après avec une autre question, mais cet esprit est diminué. Il ne ressemble plus à rien. Il n'y a plus d'esprit. Nous avons un corps social qui est gonflé, en fait, qui déborde. Et l'esprit, lui, il est pas bien. Alors, toi, tu ne te contentes pas de simplement constater, interpréter le monde, tu essaies d'apporter en tout cas des solutions philosophiques pour essayer de sortir de l'impasse dans laquelle on est. Et tu as une première métaphore qui est celle des vases communicants, et ça nous ramène justement à ce dont on vient de parler. Voilà. Donc, c'est quelque chose, un exercice qu'on peut faire. C'est assez simple. On a deux vases communicants en face de nous. On a d'un côté le corps social à gauche et on a l'esprit à droite. Le vase de l'esprit est complètement vide, il n'y a rien dedans. Ou un petit peu, on va dire. Le corps social est rempli, il déborde. On est dans la société, dans le social, à fond, on ne pense qu'à ça. On ne pense que matériel, confort, plaisir, etc. On est dans le social à fond. L'esprit, oui, mais c'est quoi l'esprit d'abord? Qu'est-ce que l'esprit aujourd'hui? C'est peut-être parce qu'on ne sait pas ce qu'est l'esprit qu'on l'a abandonné. J'en sais rien, moi, mais pour moi, l'esprit, donc je donne ma version. L'esprit, c'est la manière. C'est notre rapport avec l'universel, donc notre lien ontologique avec l'universel, mais c'est aussi la manière. Nous avons, par rapport aux animaux, de grandes différences, enfin des différences. On a notre super intelligence et notre super conscience, que n'ont pas les animaux, pas autant que nous. Je ne vais pas dire que les animaux n'ont pas de conscience ni d'intelligence, hein, mais on a une intelligence vraiment plus développée et une conscience beaucoup plus développée. Mais notre esprit est beaucoup moins développé que l'esprit des animaux. Les animaux sont tellement liés à l'universel. L'universel est en eux. J'ai des chevaux et j'ai beaucoup appris avec les chevaux. Et on ne devrait pas dire un cheval comme un objet séparé, comme un animal séparé. On devrait dire animal quadrupède, herbivore, qui se nourrit d'herbe, qui boit de l'eau de pluie, qui déjecte et dont les crottins, les déjections alimentent le sol et sont un engrais. Et tout ça ne fait qu'un. Et en fait, ce n'est pas le cheval, c'est l'universel qui est représenté par le cheval, parce qu'on le voit, mais c'est à peu près tout. Pourquoi est-ce que l'animal n'a pas la conscience de sa mort? Le cheval peut, par exemple, rester debout avec une jambe repliée et dormir pendant 1 heure, chose que l'homme est tout à fait incapable de faire, sauf quand il dort. Mais le cheval dort déjà les yeux ouverts, et l'homme ne peut pas rester immobile, parce qu'il a peur de la mort, évidemment, donc il doit bouger tout le temps. L'animal, lui, n'a pas la conscience de sa mort, parce qu'il est lié à l'universel, et que l'universel est infini. L'infinitude de l'universel est en lui, comme il est dans l'universel. Il est une immanence de l'univers, comme l'univers est une immanence du cheval. Donc il ne peut pas avoir cette déconnexion avec l'universel. S'il a la déconnexion, alors
il risque d'avoir des problèmes de conscience, mais ça ne lui arrive pas. Donc voilà une grande différence avec l'animal. Et donc moi, ces deux vases communicants, je dis qu'il faut remplir l'esprit. Donc l'esprit, c'est le lien universel, mais c'est aussi la manière. Nous, on a notre intelligence qui va nous dire quelle action on va faire. On va savoir quoi faire. L'esprit va nous dire comment le faire, de quelle manière, à quel moment, en tenant compte de différentes choses. L'esprit va être capable d'analyser tout ça. Voilà. Les gens qui ont peu d'esprit sont des gens assez durs, qui font pas très attention, qui sont pas très prudents, qui sont un peu rustres. Ils manquent terriblement d'esprit. L'esprit, c'est la manière. Voilà. Donc, et c'est le rapport universel. Donc, c'est important de pouvoir réalimenter son esprit le plus possible en vidant du corps social. Donc, il faut vraiment siphonner le vase du corps social et remplir l'esprit et que ça s'équilibre. Donc, ça veut dire diminuer le corps social, c'est très simple. Enfin non, c'est impossible, mais il faut essayer quand même. C'est être un peu moins dépendant de la marchandise, un peu moins dépendant de tous les codes sociaux qui sont autour de nous avec le travail, avec l'obligation du travail, l'obligation des vacances, avec les enfants, avec les études, avec tout. Je sais, tout ça, je ne vais pas rentrer dans un détail maintenant, mais je dis que toute cette charge sociale est trop importante. Et on n'arrête pas de nous charger de social, justement. Et il faut donc s'en libérer. Et il faut se libérer de tout ça, de la dépendance à la marchandise, aux obligations peut-être politiques et des choses comme ça. Il faut faire ça pour remplir l'esprit. Deuxième recette, c'est d'interroger sa persona. Comme tu dis, la persona est un concept qui a été créé par Jung et qui a été repris ensuite par le sociologue Erving Goffman au XXe siècle. Est-ce que tu peux dire en quoi consiste cette persona et pourquoi il faut la traiter d'une certaine manière? J'ai pas lu Jung, alors j'ai lu Jung, mais je devais avoir 15 ou 16 ans. Et j'ai complètement oublié. Donc, la persona m'est venue parce qu'en fait, persona, c'est personare et c'est voir à travers. C'est notre masque. D'ailleurs, en italien, persona, c'est le masque des acteurs de théâtre. Donc, je trouvais ça une expression qui était pas mal parce que ce n'est pas notre personnalité. Je n'aime pas cette personnalité parce qu'elle fige les choses. La persona, c'est notre filtre social. C'est comment nous nous présentons en société, ce que nous représentons en société, l'image que l'on donne de nous. Voilà. Et je prends des exemples. Et en fait, cette image qu'on donne de nous, évidemment, devient notre personnalité. Bon, bref, c'est écrit. Hein, mais je prends des exemples, je dis, et ma petite métaphore, c'est ça, c'est de dire que la persona, je la symbolise par une boule de terre, une boule de glaise, plus ou moins dense, plus ou moins compacte, qu'on a en nous. Quelque chose comme un nœud ici, on va dire. Hein. Et je prends quelqu'un, par exemple, qui sait exactement, on va dire, ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, ses goûts, ses couleurs, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, qui sait exactement quelle est sa vie, qui est très organisé, etc. Qui est un petit peu quand même fermé sur certains sujets, qui ne va pas s'intéresser à trop de choses, mais à des choses auxquelles il aura décidé de s'intéresser. Cette personne-là aura une persona assez dense, assez compacte, et qui va être un problème à affiner pour pouvoir s'intéresser à des choses et un jour accéder peut-être au devenir. Parce que le devenir, j'ai des gens qui ont une persona très, très épaisse, ça leur parle pas tellement en fait. Hein. Ils préfèrent, non, devenir, non, moi je sais ce que je suis, je veux rien devenir, tout va bien comme ça. Donc voilà, par contre, on prend maintenant quelqu'un qui est une personne un peu plus allégée, quelqu'un qui est un peu bricoleur, quelqu'un qui voyage, mais pas spécialement pour partir en vacances avec tout le monde, quelqu'un qui s'intéresse un peu à la musique, qui s'habille pas comme tout le monde, qui vit simplement, etc., qui a une certaine liberté, bah, cette personne-là aura déjà une plus grande liberté d'aller et venir, de s'intéresser à des sujets, voilà, de ne pas être trop catégorique, on va dire, sur les choses. Et puis on en prend encore un troisième qui, lui, joue peut-être d'un instrument de musique, s'occupe peut-être de chevaux, c'est pas parce que j'ai des chevaux que je le dis, mais enfin, qui s'occupe peut-être de chevaux, donc qui a un rapport étroit avec la nature. Je parle d'un animal sauvage, hein, ça pourrait être aussi des vaches, par exemple. Mais
Et donc, quelqu'un qui s'intéresse à la nature, qui connaît la nature, qui aime bien aller en montagne, se promener pendant des journées entières, etc., sans but précis. Et qui en même temps, qui sait faire un tas de choses, je sais pas moi, planter un clou, visser une vis, et voilà, quelqu'un qui a une large palette, qui se rapproche de l'homme à tout faire, on va dire. Bah, cette personne-là sera peut-être la plus libre, avec la personne la plus éthérée, la plus transparente, la plus légère, et donc c'est la personne qui va aussi être la plus propice, prête à peut-être s'intéresser à des textes de philosophie plus compliqués que les miens, et qui va arriver à évoluer, à grandir, à se retrouver dans le devenir et à se retrouver une nouvelle persona, une nouvelle personnalité, une nouvelle évolution. Alors, il y a, à cette persona, il y a une autre notion qui est liée, c'est l'en-soi, et tu dis qu'il faut abolir l'en-soi. C'est-à-dire, Alors, euh, Hegel nous dit, mais je ne sais pas ce que c'est Hegel, mais sinon je vais pas hegeliser, vous inquiétez pas. Mais Hegel nous parle de, donc la dialectique de Hegel est axée sur trois stades, on va dire. C'est dans la personnalité humaine, dans la vie humaine, c'est l'en-soi, le pour-soi et le retour à soi. Donc l'en-soi, c'est la partie, c'est notre base, c'est notre enfance, c'est la constitution de ce qu'on était, on va dire, jusqu'à notre adolescence. C'est l'en-soi qui s'est construit. Et puis, on continue à vivre dans l'en-soi pendant toute notre vie pour finir, et généralement, on n'en sort pas vraiment. Ce qui fait que à la fin de notre vie, je ne sais pas, il y a des hommes de 90 ans, des femmes de 90 ans qui, on les traite de gamins, on les traite d'enfants. Tu es un grand enfant, tu n'as pas grandi. Ben oui, je suis toujours dans l'en-soi. Je suis comme quand j'étais à 15 ans et je n'ai pas du tout évolué. Et ça, c'est l'en-soi qui m'a poursuivi toute ma vie. Bon, voilà. Il y a le pour-soi, qui est le moment où on arrive à sortir de soi, en fait. On arrive à sortir de soi et à s'observer, à se critiquer, à s'observer, et vraiment à prendre de la distance et, pour parler simplement, se remettre en question ou évoluer ou s'intéresser à d'autres choses et se dire, tiens, il est possible que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent était un peu dans l'erreur, je vais voir si je ne pourrais pas faire autre chose de ma vie, etc. Et donc ça, c'est le stade du pour soi qui est un stade qui est capital, super important, que tout le monde n'a pas la chance de connaître. C'est très difficile de savoir aussi si on connaît ça ou pas, ce stade-là ou pas. Donc ça, c'est le pour soi, qui est un stade fabuleux, fantastique, que j'ai l'impression au moins d'avoir connu. Et puis il y a le retour à soi, qui est plus tard, quand on a fait cette analyse de l'abolition de l'en-soi, parce qu'il faut s'abolir, je reviendrai à ça juste après, euh, il y a le retour à soi qui est l'accord avec l'en-soi. C'est-à-dire que on a fait le tour, on est sorti de soi, on s'est observé, on s'est modifié, on a changé et on est en accord avec ce que nous étions. Et ça, c'est le stade ultime du retour à soi dans l'identité de Hegel, qui est la sagesse, la raison, voilà, qui est la liberté absolue selon lui. Voilà. la recette suivante concerne quelque chose, une notion qui a toujours divisé, qui divise toujours les philosophes actuellement, c'est celle de la conscience. Alors, on a des philosophes comme Daniel Dennett, qui est mort en 2024, qui niait l'existence de la conscience. Lui, c'était un matérialiste pur. Mais toi, tu penses que la conscience est quelque chose qui existe d'abord et qui est hyper importante, et c'est là qu'il faut puiser. Et tu inventes cette métaphore, tu aimes bien les métaphores, du verger. Explique-nous. En fait, c'est pas une métaphore, c'est une allégorie. Une allégorie. Oui, enfin, je te pardonne ça, franchement. C'est une allégorie comme l'allégorie de la caverne de Platon, où tout le monde parle de métaphore, mais c'est une allégorie, c'est une représentation en fait. Hein. Donc, oui, l'allégorie pour moi de la conscience, c'est le verger. Donc, je nous imagine, en fait, dans notre société, dans notre corps social, n'a plus la conscience de sa conscience. On n'a plus. Pourquoi? Parce que ça n'intéresse pas la marchandise, évidemment, que les gens aient conscience de leur conscience. Ce qu'ils veulent, c'est des clients qui réfléchissent pas trop, qui achètent, qui consomment et qui reviennent. Et voilà, c'est tout ce qu'elle veut, cette société-là. Donc, par contre, avoir la conscience de sa conscience, c'est un stade qui est extrêmement important. Et évidemment que nous avons une conscience. On a même une super conscience, comme je l'ai déjà dit, par rapport à l'animal.
Et je nous imagine dans un verger. Donc on marche dans le verger. Et tout le monde va comprendre ce que je dis, et c'est une évidence, mais faisons le petit travail. Et la prochaine fois, vous pouvez aller vous promener dans un verger, eh ben, rappelez-vous ce que je vous dis maintenant, et vous allez voir, c'est tout à fait intéressant. Et là, on se rend compte de la portée de notre conscience. On marche dans le verger, il y a de la boue, on va s'enfoncer, les bottes cuinent un petit peu, on tire les pieds, on écrase une branche, des feuilles, il y a des animaux qui courent partout, il y a des mulots, on les entend, on ne les voit pas, il y a des oiseaux, on reconnaît le sansonnet, le rouge-gorge à leur cri, il y a un pic qui est en haut d'un arbre qui fait du bruit, il y a des feuilles qui tombent, il y a peut-être des fruits mûrs qui tombent aussi de l'arbre. Tout ça, on l'entend, on le sait. On ne voit pas tout, on n'entend pas tout, mais on a la conscience de tout. On sait que tout se passe. Et on sait aussi, plus loin que ça, que sous terre, il y a 10 centimètres de vers de terre qui sont là, et il y a une vie sous terre qui est super importante. On sait aussi que l'arbre en question est parfois plus important sous le sol que sa partie émergée. Donc, on a cette conscience-là. Et plus loin que ça, on a la conscience de ce qui se passe au-delà du verger. On a la conscience de ce qui se passe à l'autre bout de la planète. Parce qu'on a cette connaissance et on a cette conscience en nous. Et ça, c'est un travail qui a été fait grâce au contact à l'universel de manière ontologique, de manière naturelle, de manière génétique, je dirais. Donc ça, si on réveille cette conscience et si on arrive à avoir la conscience de sa conscience, on fait un effort incroyable. Il y a un moment, on va marcher, des gouttes vont tomber. On se dit, bon, ben voilà, il y a un nuage au-dessus de moi, selon la taille des gouttes et leur fréquence, on va deviner la taille du nuage. On ne doit même pas le voir, on sait très bien comment il est ce nuage. Puis on va lever la tête, on va le voir, on va voir sa forme, on va voir sa couleur surtout. S'il est très foncé ou si ça s'assombrit, ça va tomber plus fort dans 5 minutes. On sait tout ça. Mais c'est notre conscience qui nous dit tout ça. Ayons la conscience de notre conscience et on va voir que on se rapproche de l'esprit, on se rapproche de l'universel. Et on se rapproche surtout de tous ces animaux qui sont en lien direct avec tout et qui, tous les animaux qui sont dans le verger, ben, sont tous au courant de tout. Parce qu'ils ont, si pas la conscience, ils ont en tout cas l'esprit de savoir tout ce qui se passe. Alors, tu t'intéresses beaucoup à Descartes et surtout à Spinoza, et il y a une notion fondamentale chez Spinoza qui est celle de la compréhension du monde dans lequel on vit. Et Spinoza dit qu'elle apporte une joie infinie, alors que pour d'autres, comprendre le monde, justement, est une source de tourment. Et toi, tu te situes du côté de Spinoza. Alors, je vais devoir, soit je parle de Descartes pour expliquer la différence entre Descartes et Spinoza, je vais le faire avec le cogito, c'est sûr, mais Spinoza, en gros, pour moi, est le plus grand philosophe. Hegel disait, si vous voulez faire de la philosophie, soyez spinoziste. Donc, c'est Hegel qui disait ça. Donc, Spinoza, XVIIe siècle, hein, donc un siècle avant Hegel, et aussi, je crois qu'il est né juste à la mort de Descartes. En tout cas, ils sont dans le même siècle ou à peu près. Enfin, il a suivi Descartes. Et en tout cas, Spinoza a dézingué, excuse-moi pour l'expression, il a mis les choses au point avec Descartes, ça c'est sûr et certain. Donc, Spinoza, ben voilà, philosophe super important, qui nous parle par exemple des 3 affections dont nous sommes tous munis. Je dis bien les affections, pas les affects ni les émotions. C'est la joie, la tristesse et le désir. Nous avons tous de la joie, tous de la tristesse et tous des désirs. C'est tout à fait général, unanime, et tout le monde a ça. Ce sont nos affections. Voilà, c'est déjà très important. Et dans le désir notamment, il nous dit que l'homme passe son temps à activer son désir. Il doit activer son désir. Bon, et ça fonctionne bien avec le système marchand, avec la société du profit dont je parle, parce que le désir activé, c'est quelque chose que la société du profit adore, évidemment. Mais là où il y a moyen de contrôler ses émotions, c'est en comprenant Spinoza. C'est en comprenant l'activation du désir. Il nous dit, par exemple, ce n'est pas parce qu'une chose est belle et bonne qu'on la désire, on la trouve, c'est parce qu'on la désire qu'on la trouve belle et bonne. Voilà, excuse-moi pour... Donc ce n'est pas parce qu'elle est belle et bonne qu'on la désire, mais
on la désire parce qu'on on la trouve belle et bonne parce qu'on la désire. C'est la raison qui compte, c'est l'activation de notre désir. Donc peu importe que ce soit cette lampe, le téléphone de mon fils, la table ou la chaise, c'est mon désir qui doit être activé. Peu importe sur quoi pour finir. Voilà. Donc ça c'est important, ça nous permet de contrôler nos émotions. Dès qu'on sait ça, ben, on peut se dire, ben voilà, je vais hésiter à acheter mon prochain GSM parce que en fait j'ai un manque d'assouvissement de mes désirs que je dois combler. Mais le GSM en question, je n'en ai pas vraiment besoin. Voilà. Donc ça, c'est important. Et Spinoza met aussi le point, outre toutes ces réflexions sur Dieu qui sont super intéressantes, mais il met aussi le point sur l'empirisme. L'empirisme et sur le déterminisme. Donc le déterminisme, en deux mots, c'est que pour Spinoza, le libre arbitre est une illusion. On ne décide de rien. Les choses ne sont que des réactions. Il n'y a pas de décision personnelle et intime et forte et indépendante qui soit. Toutes les décisions que l'on prend, que n'importe qui prend, sont amenées par d'autres événements, par d'autres phénomènes qui nous font réagir. Ça, c'est le déterminisme. Je trouve ça intéressant. Le déterminisme n'est pas une fatalité. C'est pas du tout comme ça qu'il faut le prendre. Il faut le prendre comme une évidence, tout en luttant un peu. Moi, c'est mon opinion par rapport à Spinoza, c'est que je suis d'accord avec ce déterminisme, mais je dis qu'il faut quand même lutter pour en sortir quelque chose. Il faut à un moment donné avoir cette conscience justement du déterminisme et essayer d'en sortir. Et alors par rapport à ça, Descartes nous dit tout à fait autre chose, et là je raconte vite le cogito que tout le monde connaît, la phrase célèbre de Descartes, je pense donc je suis. Mais en fait, bon, moi j'ai mon interprétation évidemment, je pense donc je suis. Donc Descartes nous dit, il se pourrait, donc c'est le philosophe du doute, hein, Descartes il doute de tout, c'est un mathématicien, c'est un scientifique, il analyse tout, il a tout vu dans sa vie, et donc il doute de tout. Et il doute de lui-même, et donc il se dit, il est probable que tout ce que je pensais, tout ce que je savais, soit faux. Il est probable que je sois dans l'erreur complète. Et donc je dois tout revoir. Et son cogito arrive à ce moment-là. Il dit, si quelque chose est capable de penser ça, ça veut dire que quelque chose existe. Il y a une force qui était capable de penser ça. Donc, je pense, donc je suis. Ce n'est pas du tout une logique, c'est une constatation. Il se rend compte qu'il existe par la pensée. On existe par la pensée à partir du moment où on arrive à transgresser notre propre pensée, à partir du moment où on arrive à aller au-delà de ce que l'on pensait, à partir du moment où on arrive à, le pour soi de Hegel, à sortir de soi et à s'observer. C'est la conscience de la conscience, c'est la compréhension de la compréhension. Pour simplifier, Descartes nous dit qu'il faut la compréhension de la compréhension. Il faut avoir compris qu'on a compris. Quand quelque chose est compliqué, qu'on l'apprend, etc., on est bien, tout va bien et tout, mais la compréhension de notre compréhension, ça, c'est le point le plus important pour Descartes. C'est ça qui nous fait évoluer. Ce n'est pas la compréhension d'un problème complexe. Ça, oui, ça compte. Mais pour lui, c'est avoir compris que nous avons compris. Donc ça, c'est un travail important chez Descartes et par rapport à Spinoza. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui. On va terminer avec deux notions qui prennent encore un peu plus de hauteur. Celle de substance que tu identifies au mouvement, et puis ensuite celle de beauté retrouvée, l'union du corps et de l'esprit, avec le fameux adage mens corpore, mens sane in corpore sano, un adage romain, un corps sain dans un esprit sain. Répète-moi la question précédente. La question précédente, c'était la substance. Alors, oui. Il y a plusieurs phénomènes métaphysiques qui sont la substance, l'essence, l'intelligence, l'âme, et l'esprit et la conscience. Voilà, ça en fait 6. Ça sont les phénomènes métaphysiques dont les philosophes discutent depuis des siècles. Maintenant, la substance, c'est ce qui ne change pas dans ce qui change. C'est ce qui est la base des choses. Et à un moment donné, on arrive à devoir réfléchir à ça. Quelle est la substance du monde ? Qu'est-ce qui a commencé en fait au départ ?
Héraclite, comme d'autres philosophes, nous disent que le feu serait le premier élément, avec l'eau, la matière, l'air. Donc le feu serait le premier élément. Le feu est ce qui se régénère, c'est ce qui crée et c'est ce qui détruit. Le feu est le seul élément qui continue à s'étendre pour peu qu'il ait la combustion. Le feu se nourrit de l'eau. Et donc, selon Héraclite, le feu serait le premier élément. Moi, je dirais que c'est l'élément cardinal plutôt que le premier, parce que ça, on va commencer à réfléchir qui était avant qui, etc. Ce sera un peu compliqué. Et j'en arrive à la conclusion en étant d'accord avec cette histoire du feu. D'ailleurs, un petit mot au passage, Descartes disait du feu, il disait « Je ne connais rien qui fasse de la lumière qui ne soit pas du feu ». Ne me dites pas les LED, parce que c'est faux. Donc, c'est aussi du feu. Donc, je ne connais rien qui fasse de la lumière qui ne soit pas du feu. Sans lumière, il n'y a rien. Rien au monde n'existe sans lumière. On est bien d'accord? Donc, le feu serait quand même l'élément, moi je dis, cardinal. Et par contre, je voudrais aller encore un peu plus loin que le feu, parce que le feu, c'est une matière quand même, c'est matériel pour moi. Et je dis, avant le feu, qu'est-ce qui ne bouge pas dans le feu? C'est le mouvement. Qu'est-ce qui ne change pas dans le feu? La substance du feu, c'est le mouvement pour moi. Donc le mouvement serait à la base de la création du monde. Pour moi, le mouvement, c'est la substance du monde. Enlevons tout et laissons le mouvement, tout recommence. Enlevons le mouvement et tout disparaît. Donc c'est une notion évidemment métaphysique, il faut réfléchir là-dessus, c'est philosophique, on peut en parler pendant des heures, on peut écrire des textes longs là-dessus, mais pour moi le mouvement serait la base de toute chose et toutes les choses sont en mouvement. Et je termine un peu là-dessus sur ce sujet-là, c'est que la société du profit dans laquelle on est, la société de l'échange, ne supporte pas le mouvement. Oui, elle aime bien les mouvements d'argent, ça oui, mais elle n'aime pas les mouvements, les changements, elle n'aime pas les révolutions, elle n'aime pas les changements climatiques, elle n'aime pas, elle n'aime pas ce qui change. En fait, elle veut de la stabilité. On nous dit ça doit être pérenne, ça doit durer, ça doit être robuste, ça doit être fiable, etc. Et voilà, et on n'y arrive pas parce que c'est l'universel qui l'emporte à la fin. La beauté retrouvée? Alors oui, ben, ça, j'ai envie de dire, dans le banquet de Platon, Socrate est interpellé par Anaximandre, qui est un très beau jeune Athénien, alors que Socrate est laid, il a de vilains traits, etc. Et ce jeune Athénien, donc on sait que la sexualité était homosexuelle à l'époque de l'Antiquité, donc en tout cas de ce qui était du social, on va dire. Et ce jeune Anaximandre propose à Socrate de se mettre en couple avec lui. Il dit à deux, nous ferions un couple merveilleux, toi ton intelligence et moi ma beauté, parce qu'il était très beau. Socrate se retourne et le regarde et dit, mais tu rêves, tu veux donc échanger mon intelligence contre ta beauté, donc tu veux échanger du plomb contre de l'or, enfin de l'or contre du plomb. Et donc voilà la réponse un peu agressive de Socrate. Et je dirais que la beauté évidemment est intérieure et que elle se trouve et elle se retrouve avec le temps, avec le pour soi, avec la connaissance, avec la sagesse, pour finir vieillir, c'est quelque part ne pas accepter sa vie, ne pas accepter le déroulement de sa vie, c'est ne pas comprendre certaines choses. Et quand on arrive à comprendre certaines choses, on se rend compte qu'on est différent et que, je ne vais pas dire qu'on rajeunit, mais on a un bon équilibre entre notre esprit et notre corps. Mens sana in corpore sano, c'est ça, c'est l'esprit avec le corps, c'est l'antéléchie d'Aristote. Donc l'antéléchie d'Aristote, qui est un concept aristotélicien, qui est la réalisation des choses selon Aristote. Et moi, j'interprète son antéléchie comme étant l'harmonie entre l'esprit et le corps, la belle harmonie entre l'esprit et le corps qui crée une chose. Le tout est le un, disait Héraclite. Les choses sont unies, uniques et sont un. Et c'est dans cette union, je crois, qu'on peut trouver le bonheur et la réalisation de soi. Voilà, merci Paul pour ces informations et ces élucubrations très intéressantes et enrichissantes. Est-ce que vous avez des questions? Oui, on va le coup pour tout dire. Je vais distribuer la parole, on peut un peu débattre si vous avez des questions ou des réflexions.
Bruno? Quand tu parlais de qui tue, hein, Oui, oui. quand tu parlais de démocratie, tu semblais dire que finalement c'était une illusion, la démocratie. Oui. Comme si finalement cette idée que tout citoyen peut finalement être, l'ensemble des citoyens peuvent être maîtres de la société, la démocratie. Tu semblais dire que finalement c'est une illusion. Mais comment alors qualifier la dictature? Non, non, je ne dis pas que c'est une illusion, je dis que c'est une imposture. Oui, une imposture. Voilà, c'est une imposture, c'est-à-dire que c'est, voilà, on utilise un mauvais terme, je veux dire, on nous ment en nous disant que le peuple est aux commandes et voilà. Et je disais surtout que l'étymologie du mot démocratie ne voulait pas parler du peuple en tant qu'être, du génos, de la génétique et de la famille. Je ne veux pas parler de politique et je ne veux pas comparer à la dictature, mais pour moi, il n'y a rien d'autre que la dictature, en fait. Il n'y a pas d'autre régime qui soit au monde, parce que le communisme n'a jamais pris. La démocratie est une imposture, et pour moi, il n'y a qu'une forme de dictature, c'est-à-dire il y a un dogme, il y a un dictat, et il y a des gens qui décident pour le peuple, et il me semble que le vote, surtout en Belgique, on va dire, est une deuxième imposture de très haut niveau, quand même. Et donc, autrement dit, donc, la démocratie ne peut être qu'une imposture. Pour toi, c'est ça, hein, Oui, parce que c'est un mensonge de dire qu'un jour le peuple aura le pouvoir, puisque si le peuple a le pouvoir disparaît. Si nous sommes le peuple et que nous avons le pouvoir, eh bien, qui d'entre nous aura le pouvoir? Aucun, puisque nous aurons tous le pouvoir. Donc ce pouvoir va disparaître et on sera tous égaux. Et voilà. Mais le pouvoir du peuple, est-ce que ce n'est pas un pouvoir organisé, qui doit être organisé, Mais qui permet justement de... alors ce n'est plus le pouvoir du peuple. Parce que s'il s'organise, ça va être un petit groupe de personnes. Ça dépend comment c'est organisé. Non, ce sera organisé toujours de la même manière, avec une forme de majorité. Par exemple, une démocratie qui part de la base et qui, par échelon, arrive à finalement gérer finalement un État. Mais considérer que toute forme de démocratie est une imposture, ça me paraît quand même un peu... Je dis que la démocratie est une imposture dans sa création, dans son étymologie, dans son mot, le démos, qui représente le peuple, pour moi, ne représente pas le peuple. Le démos, c'est l'unité de mesure, c'est la propriété terrienne, et c'est ça qui représente le peuple. Je dis que ça, c'est une imposture, et je dis qu'en même temps, par extension, le deuxième sens de la démocratie serait que le peuple décide et élit des maîtres et des chefs, etc., et que donc c'est le peuple qui a décidé. Je ne retrouve pas ça dans nos sociétés. Voilà, il y a une autre question là-bas. Je savais que ça allait titiller, évidemment, cette question de la démocratie. Vas-y. Oui, moi je reviens sur la démocratie parce que je crois que ce que vous avez décrit comme démocratie athénienne, c'est une démocratie d'une certaine forme. La démocratie athénienne a eu trois phases. D'abord, comme vous l'avez très bien dit, et merci d'ailleurs pour votre excellente conférence, comme vous l'avez dit, il y a eu un système d'abord avant la démocratie. Il y a un moment où Solon fait les premières lois donnant un certain pouvoir au peuple. La grande révolution, c'est Clisthène. Clisthène, 5e siècle, casse le système tribal. Ce n'était pas aussi bon que ça, le système tribal. Au contraire, il donne le pouvoir au peuple. Il casse à mesure. Mais la grande révolution sont les guerres médiques. Les guerres médiques, quand le peuple décide de se défendre. C'est le peuple en armes. Et là, c'est très important. Vous avez un empire qui attaque Athènes et le rameur de la trirème, le bateau extraordinaire inventé par les Phéniciens et ensuite repris par les Grecs, et le rameur, c'est l'âme de la guerre. Mmh. Et les rameurs, c'est le peuple sans terre. Mmh. C'est le plus pauvre. Et c'est lui qui rame et qui donne la victoire. Et après cet événement, c'est-à-dire avec la grande bataille de
le peuple devient maître. Et c'est très important. C'est un élément extraordinaire. C'est-à-dire, après, il y a eu beaucoup d'évolutions. D'ailleurs, la démocratie n'a jamais arrêté d'évoluer. Même à l'époque romaine, même sous Alexandre, même à l'époque romaine, la démocratie fonctionnait à terre. Au moins pour les affaires intérieures, pas pour toutes les institutions. Ce qui est important. Est-ce que tu as terminé, non? C'est pourquoi je dis que c'est une notion dynamique. Ouais. Mais, bien sûr, il y a eu les esclaves, les femmes, etc. oui. Mais tes connaissances en tant que grec déjà sont super intéressantes et merci, j'apprends beaucoup. Je parlais de la démocratie aujourd'hui pour nous, peuple d'Europe occidentale, et de la manière dont elle est brandie par nos chefs d'État comme étant le système parfait, le système unique, le système qu'il faut absolument défendre. Et je disais que son histoire porte quand même à discussion terriblement et qu'aujourd'hui, la réalité du pouvoir du peuple, on n'y est pas du tout. Voilà juste ce que je pense de ça. Sur ce point-là, ayant vécu dans plusieurs pays, ayant vécu mon propre pays, la Grèce moderne, je peux vous dire que je suis très heureux de vivre. Parce que la Grèce est un pays hyper corrompu où la démocratie ne fonctionne pas, comme la Hongrie. Alors, comparé à la Grèce, la Belgique, pour moi, c'est le paradis. Il faut toujours comparer. C'est-à-dire, bien sûr, ce n'est pas le Danemark, ce n'est pas la Finlande. Mais comparé à ce que j'ai vécu en Grèce, pour moi, c'est le paradis. C'est pourquoi que je dis qu'il ne faut pas exagérer. On a beaucoup de chance de vivre en Europe. Comparé ça c'est pas mon sujet. Je veux dire, c'est pas du tout mon sujet de dire que c'est mieux ici qu'ailleurs ou que ça pourrait être pire. C'est pas une discussion intéressante, si je peux me permettre, parce que voilà, je dis qu'il y a une imposture au niveau de la démocratie, au niveau de son étymologie, et je répète que j'estime que même vivant en Belgique et aimant beaucoup mon pays, et j'ai pas du tout envie de déménager, je ne la retrouve pas. Voilà, c'est tout. Je ne la retrouve pas. On reste pendant 2 ans sans gouvernement à Bruxelles, pendant 6 mois sans gouvernement fédéral. Et pour combien de temps? Je veux dire, je ne retrouve pas dans le système tel qu'il est fait ici, ce système de coalition, on va dire, des solutions justes, intéressantes, qui correspondent à ce que le peuple a décidé. Je ne retrouve pas ça. Voilà. Y a-t-il une autre question? François? Oui, d'abord, merci. C'est magnifique, vous apportez beaucoup d'éléments et Aristote montre que votre présentation nourrit un débat. Pour apporter ma petite pierre, je voudrais faire référence à l'anthropologue anarchiste James Scott qui a écrit un bouquin que je trouve formidable qui s'appelle Zomia, l'art ou l'art de ne pas être gouverné. Je ne vous raconte pas ça comme ça parce que j'ai lu ce bouquin qui m'intéresse, mais parce que ça me semble assez lié à votre présentation, votre exposé des grandes phases de l'histoire de l'humanité. Et Scott a une hypothèse plus philosophique, à mon avis, qu'historique, sur le passage du paléolithique au néolithique. Néolithique, comme vous le dites, il y a les piliers, il y a le grenier d'abondance, il y a la sédentarisation, la constitution de l'État. Et qui dit État dit, pour certains, développement vers une démocratie. Pour vous, c'est une imposture, c'est clair. Il y a une lutte des classes, en tout cas, qui commence. En fait, c'est une organisation. C'est une société organisée avec un système de classes, comme vous le dites très bien. Et Scott analyse l'histoire d'une partie du monde qui est en fait le sud-est asiatique. Vous avez le monde des plaines et de la mousson et le monde des collines et des montagnes. En Thaïlande, en Birmanie, c'est un très bon exemple. Et il oppose le peuple des plaines, ou même en Chine, et les peuples des montagnes. Et son hypothèse, c'est que ces peuples, à l'époque du néolithique, ont refusé la mise en place d'un carcan pseudo-démocratique, le cas échéant, mais à l'époque c'est la question qui ne se posait pas, en réalité autoritaire, avec une captation de la plus-value. Et donc se réfugient dans les montagnes. D'où les peuples des montagnes. Et ma question, ça débouche sur une question, c'est que je comprends ce que vous dites, pour dire que la démocratie fait l'imposture dans nos sociétés. Mais que pensez-vous des sociétés des peuples dits premiers, que ce soit les Indiens d'Amérique du Nord, que ce soit ces peuples dans les montagnes de Birmanie, du Laos, du Cambodge, etc., où il y a un système d'organisation, où il peut y avoir ou pas de la monnaie, ça c'est un autre débat, mais où il y a des formes d'organisation, effectivement, où le pouvoir peut-être se dilue et s'organise différemment. Mais oui, c'est merveilleux, évidemment. Moi, je suis pour la communauté, évidemment. Des communautés pas trop grandes, avec relativement
peu d'industrie et peu de marchandises. En fait, c'est Marx, c'est la marchandise et c'est l'industrie qui détruit tout, en fait, hein, qui fait qu'on est tous aliénés à ça. Juste un petit truc sur Marx encore, ça me vient à l'esprit maintenant. Il parle du fétichisme de la marchandise. Le fétichisme de la marchandise, c'est quoi? Il dit que chaque objet a deux valeurs, une valeur d'usage et une valeur d'échange. Tous les objets ont une valeur d'usage et une valeur d'échange dans la société. Il parle d'une table. Une table, bon, ben c'est du bois, c'est le bois de l'arbre, etc. Mais c'est une table. Elle a sa fonction, on peut l'utiliser comme table. Mais elle a sa valeur d'échange. Et dès lors qu'on sait qu'elle a une valeur d'échange, elle devient fétiche. On devient fou, on se met à danser autour. D'ailleurs, on voit des tribus africaines danser autour d'objets réalisés, des chaises, des tables, etc. Parce que ça dépasse l'homme, ça dépasse la nature. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans la valeur d'échange. Donc moi, je suis pour, je ne réponds pas du tout à la question, hein. Enfin, j'ai juste expliqué un peu le fétichisme de la marchandise maintenant, qu'on subit encore tous les jours, et c'est aussi dans le vase du corps social qu'il faut supprimer ça, qu'il faut diminuer à fond. C'est notre fétichisme, c'est-à-dire notre attirance naturelle vers l'objet fétiche, en fait, hein. Ça, c'est important. Maintenant, la communauté, les Indiens d'Amérique, les aborigènes, tout ce que tu veux, c'est magnifique. La communauté, c'est le bonheur, et il ne faut pas qu'elle soit trop grande. Et à ce moment-là, il peut évidemment y avoir des chefs, moi, je n'ai rien contre, sans aucun problème, pour peu que ce soit un petit peu juste et qu'il n'y ait pas une forme de dictature ou de violence. Tant qu'il y a du discours, ça va, mais a-t-on déjà parlé à nos hommes politiques? Moi, ça m'est arrivé quelques fois, mais c'est insupportable, en fait, hein. Il n'y a pas de discours possible, hein. Donc, de dialogue. Il n'y a pas moyen de discuter avec eux. Donc là, on n'est pas en démocratie. De nouveau, on devrait pouvoir avoir accès à tout le monde. Et moi, je veux parler à mon Premier ministre, à mon ministre-président de la région bruxelloise. J'aimerais bien les avoir en face de moi, qu'on puisse discuter ouvertement avec du monde et tout. Et là, on verrait les masques tomber. On verra un peu ce qu'ils ont vraiment à nous dire, s'ils ont quelque chose à nous dire. Donc non, je crois que les politiciens sont tous des imposteurs, tous à l'argent et à la réussite, et ils sont les mieux payés d'entre nous, j'ai l'impression. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc je suis contre cette société du monopole de la politique et pour le retour à la communauté, évidemment, parce que je suis plutôt dans le communisme. Donc, comment? Oui, oui. Non. Simplement, est-ce que vous n'êtes pas dit, pour prolonger ce que monsieur disait, mon voisin là, qu'en réalité, vous ne pensez pas qu'une démocratie soit possible dans des sociétés telles que les nôtres, tout simplement? Tout simplement parce qu'elles sont trop nombreuses, trop complexes. Parce qu'on a mis le monde politique sur un piédestal d'intérêt financier qui ne devrait pas du tout être sa place. Supprimons les 2/3 des salaires de tous les hommes politiques et des femmes politiques, et là on aura des gens qui travaillent et pas des gens qui profitent. Donc c'est une question de classe, c'est une question de lutte des classes, tout ça. Ils ne sont pas dans la bonne classe. Les gens qui devraient être au pouvoir devraient être des gens réellement du peuple, qui devraient avoir un mandat gratuit et le faire pendant un certain temps et que ça change. Je rejoins un peu Étienne Chouard d'ailleurs qui lui propose un système de tirage au sort. C'est un peu voilà, mais oui et non, parce que c'est pas une fois de plus c'est pas mon sujet, et la politique on en parle beaucoup maintenant, mais c'est pas du tout mon sujet en fait. Mais sinon je suis pour, oui, une sorte de Ouais. voilà, un tirage au sort, oui, on va dire non parce que mais en tout cas oui, ici par exemple, on est quelques-uns, on pourrait peut-être prendre certains postes et tout, pourquoi pas, mais ça c'est une vision complètement utopiste des choses. Mais s'il y a problème, est-ce que le problème vient des politiques ou bien des citoyens eux-mêmes? Le problème vient du système. Oui, Non, mais du système, c'est quoi? ah ben c'est la production. Ben c'est l'industrie. Mais non, c'est l'industrie. C'est l'industrie qui dirige le monde. Ou l'industrie, mais... Ben, c'est l'industrie et les banques, donc la grande industrie, donc tout le monde financier qui dirige le monde, et c'est ce monde financier qui installe des politiques à leur place. D'accord. Et donc nous sommes tous responsables, il y a les entreprises, les citoyens, les politiques, tout le monde est responsable. Non. Qu'on n'arrive pas à un système réellement démocratique. On est responsable de laisser faire ça, oui. Ah oui. Oui.
Donc révolution, là, bien sûr, oui. Mais on l'a vu, je sais pas, exemple Emmanuel Macron, on sait très bien par qui il a été placé à la présidence de la République. Bon, ben voilà, il n'est pas arrivé au scrutin, il est sorti de nulle part, il a été installé par la finance et David de et Rothschild. Rothschild. Donc on le sait, c'est comme ça, et c'est ça qui va pas, évidemment. Ça ne marche pas, je veux dire, ça ne peut pas marcher. Donc on est vraiment dans l'excès, là. Hein. Une question encore? Sinon, Merci à tous. voilà.